Notre première table ronde va donc être consacrée, comme vous l'avez vu, à l'équité en santé, puisque un système ne peut pas être résilient s'il ne garantit pas l'équité. Nous avons la chance d'accueillir pour évoquer ce sujet Ali Bessri, qui est vice-président Access and Engagement Lead pour le programme Accord pour un monde en meilleure santé, un très très beau programme Pfizer qui sera détaillé dans quelques instants. Jean-Philippe Plançon, Ali Bessri va intervenir, vous le verrez dans quelques instants sur l'écran. Jean-Philippe Plançon, qui est le vice-président de l'Alliance Maladies Rares, que je vais inviter à me rejoindre. Le docteur Rada Hatem, qui est gynécologue obstétricienne, fondatrice et directrice de la Maison des Femmes. On vous dira là aussi tout ce que fait la Maison des Femmes dans quelques instants. Sandra Doucen, directrice de l'association Cancer Contribution, et Gaëtan de Royer, qui est fondateur de l'association Les Oubliés de la République. Je vais vous inviter à prendre place, tous les quatre, et nous allons tout de suite retrouver, je pense, bonjour Ali Bessri. On est là aussi ravis que vous ayez pu être présent pour cette première table ronde. Et vous allez nous présenter le programme Accord pour un monde en meilleure santé. Voilà, je laisse nos intervenants prendre place autour de la table. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez lancé cette très belle initiative et bien sûr nous la présenter? Bonjour à tous, bonjour de Casablanca. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette table ronde sur l'équité en santé et je tiens à remercier vivement les organisateurs de cet événement. Je voudrais tout d'abord commencer par souligner quelques points en termes d'écart en matière d'équité sanitaire. Et vous devez être d'accord avec moi que ni l'endroit où l'on vit, ni le revenu qu'on a ne devraient affecter la qualité de soins de santé. Pourtant, les inégalités en matière de soins de santé persistent à l'échelle mondiale. En plus, si je souligne un deuxième point qui est par rapport à la science, qui continue à évoluer, à avancer, qui démontre de plus en plus la capacité à lutter contre les maladies les plus dévastatrices au monde, un énorme écart en matière d'équité sanitaire persiste toujours. Quelques exemples. Les investissements dans les soins de santé restent très, très inéquitables. Les personnes vivant dans les pays à revenus faibles supportent 70% du fardeau mondial des maladies, mais ne reçoivent que 15% des dépenses mondiales en matière de santé. Un deuxième exemple, si vous me permettez de le citer, c'est que les médicaments et vaccins essentiels peuvent mettre 4 à 7 ans, voire plus, pour atteindre les pays à faible revenu. Et finalement, on constate malheureusement que 5 millions de vies sont perdues chaque année dans les pays à faible revenu en raison de soins de qualité médiocre. Et bien évidemment, ces inégalités persistent depuis trop longtemps et la pandémie Covid-19 n'a fait qu'amplifier l'impact disproportionné de ce fardeau pour de nombreuses personnes vivant dans les pays à faible revenu. Justement, et de par nos valeurs et principes chez Pfizer, l'équité reste un élément fondamental. Pfizer opère déjà et depuis des décennies dans de nombreux pays à faible revenu, notamment depuis plus de 70 ans en Afrique, travaillant pour faire face à certaines maladies dévastatrices et faire face aussi à des défis de santé les plus répandus. Mais il reste encore du travail à faire. C'est dans cet esprit-là que nous avons lancé l'année dernière un programme nommé un Accord for a Healthier World, en français un accord pour un monde en meilleure santé, qui vise justement à réduire l'écart en matière d'équité sanitaire et à favoriser un accès à l'innovation en matière de soins de santé pour 1,2 milliard de personnes vivant dans les 45 pays à revenus faibles dans le monde. Et sous ce programme-là, Pfizer s'est engagé à faciliter l'accès à l'ensemble du portefeuille de médicaments et de vaccins, aussi bien les produits actuels que futurs, sur une base à but non lucratif pour 45 pays à faible revenu dans le monde. Et cela inclut des médicaments et des vaccins essentiels, dont environ 40% figurent déjà sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS, mais aussi des options innovantes de prévention et de traitement de nombreuses maladies infectieuses et non transmissibles les plus répandues dans ces pays-là. Le premier volet, je viens de le citer, c'est l'accès aux médicaments. Mais on sait par ailleurs que
fournir les médicaments et les vaccins n'est qu'une seule étape dans toute la chaîne, une étape vers la réduction de l'écart en matière d'équité en santé. Et pour garantir que ces médicaments et vaccins arrivent ou parviennent aux patients, il est également nécessaire de s'attaquer aux barrières au niveau du système de santé qui limitent ou empêchent l'accès à des soins de santé de qualité. Dans ce sens, le programme Accor vise aussi à collaborer avec les gouvernements et d'autres parties prenantes pour explorer des voies de collaboration et des moyens qui permettraient de renforcer les capacités opérationnelles de base et qui pourraient potentiellement contribuer à la construction des systèmes de santé qui sont plus solides et durables dans le temps. Je vais citer trois exemples ou domaines d'intervention quand on parle de renforcement des systèmes de santé. Le premier, c'est le renforcement de la chaîne logistique et de la chaîne d'approvisionnement. Nous essayons ou nous collaborons avec les gouvernements et d'autres experts pour évaluer les systèmes actuels de la chaîne d'approvisionnement au niveau de ces pays-là et aider à soutenir le renforcement de ces capacités logistiques, y compris la planification, la formation technique, la traçabilité des produits, qui est important, un volet important en Afrique, la gestion de la chaîne du froid, l'entreposage, le transport et la distribution. Le deuxième volet d'intervention concerne un volet qui est aussi très important, c'est la formation médicale. Et sous le programme Accor, on vise à communiquer la science, la valeur clinique du portefeuille innovant que nous avons, ainsi que les domaines de maladie pour améliorer les résultats au niveau des patients. En plus, l'accord cherche à comprendre, c'est-à-dire la façon avec laquelle on travaille, on cherche à comprendre et répondre de manière collaborative aux besoins médicaux spécifiques de chaque pays. Les besoins peuvent être différents d'un pays à l'autre et en alignement avec ces besoins-là et aussi avec les domaines d'expertise de Pfizer, on établit des plans d'action avec les gouvernements et ministères de la Santé pour assurer cette formation au corps médical. Et le troisième et dernier volet en termes de capacité ou renforcement des systèmes de santé concerne le renforcement des voies réglementaires pour les rendre plus efficaces et accélérées. Et sous cet angle-là, on collabore avec les gouvernements pour explorer des opportunités d'adopter les meilleures pratiques réglementaires dans le monde et tirer parti des programmes déjà existants tels que le programme de l'OMS ou le programme ou l'agence européenne qui peuvent justement accélérer les délais d'évaluation d'enregistrement. En plus, il y a des mécanismes actuels concernant l'harmonisation réglementaire sous les évaluations conjointes. On soutient ce processus-là et on vise aussi à soutenir les efforts de la nouvelle agence africaine des médicaments une fois opérationnelle. Donc, vous voyez jusque-là, nous avons parlé de l'accès aux médicaments Pfizer sur la base de but non lucratif, mais aussi le renforcement des capacités de système de santé. Il reste un dernier volet que je voudrais citer rapidement, qui est très, très important pour s'assurer qu'on a des résultats au niveau du patient. Et ce volet-là concerne justement le renforcement des capacités à chaque étape du parcours du patient. En effet, en alignement avec les priorités nationales de santé de chaque pays, dans les domaines thérapeutiques dont Pfizer a une certaine expertise, le programme explore également des solutions plus larges pour améliorer l'accès à des soins de santé de qualité tout au long du parcours du patient. Nous avons démarré une phase pilote dans 4 pays qui sont le Sénégal, le Ghana, le Rwanda et le Malawi pour mettre en place des programmes dans 4 domaines thérapeutiques. Le premier, c'est l'oncologie et nous souhaiterions renforcer le parcours des soins en partant de la sensibilisation, le diagnostic, le dépistage et le traitement en oncologie pour aider les patients à mieux naviguer dans le système de santé qui est très, très complexe dans ces pays-là et pas facile pour pas mal de patients. Le deuxième volet concerne les résistances antimicrobiennes et de par l'expérience et l'expertise que nous avons, nous collaborons avec les pays à intégrer une gestion responsable des antibiotiques pour aider à réduire le risque des résistances aux antimicrobiens. La vaccination est un autre domaine
qui nous intéressent et en fonction des politiques sanitaires des pays, nous mettons en place des programmes en collaboration avec eux afin de réduire l'émergence de certaines maladies infectieuses. Et finalement, on travaille aussi avec certains pays à élargir l'accès à des soins de qualité pour la drépanocytose qui est très pondérante dans pas mal de pays en Afrique. Et en fonction de l'impact de ces résultats dans cette phase pilote, nous avons l'intention de déployer à plus grande échelle ces solutions dans d'autres pays éligibles à l'accord. Voilà, c'est les trois domaines. En conclusion, je vous ai cité un petit peu comment Pfizer, à travers le programme Accord, déploie des efforts importants visant à réduire les inéquités en matière de santé dans les pays à faible revenu. Nous avons vu le premier volet qui était l'accès à tous nos médicaments, aussi bien actuels que les médicaments futurs, et essayer de les rendre accessibles euh, sur une base à but non lucratif. Nous avons aussi quelques actions que nous entreprenons avec les gouvernements afin de renforcer les systèmes de santé, mais aussi les parcours du patient afin d'obtenir des résultats meilleurs en santé publique. Voilà, c'était un petit peu une réponse qui était assez longue par rapport à votre question. Je tiens à vous remercier et je vous passe la parole. Mais merci, on vous applaudit. C'était une réponse très complète surtout et très riche. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Bien sûr, vous restez avec nous pour répondre aux questions que vous pourrez vous poser tout à l'heure et même les personnes à distance. Donc, bien sûr, je les relayerai. Jean-Philippe Plançon, je me tourne vers vous. Vous êtes donc vice-président de l'Alliance Maladies Rares, un collectif interassociatif qui regroupe 240 associations. Vous êtes également président de l'Association française contre les neuropathies périphériques. Mais je vais revenir à l'Alliance. Comment donc, face à cette hétérogénéité des associations, face à la diversité des maladies rares, entre 6 000 et 8 000 sous votre contrôle, au nombre de patients concernés, comment est-ce qu'on peut agir et porter une seule voix dans le débat public pour notamment défendre l'équité, qui est la thématique de notre table ronde? Merci pour cette question évidemment difficile. Merci à Pfizer pour cette journée, cette thématique, parce que c'est une thématique essentielle, la résilience au sens large et l'équité. Si on entre dans le détail, l'équité en santé est un sujet majeur, évidemment, où que nous vivions sur le globe, et la France n'y fait pas exception. Évidemment, pour les maladies rares, vous l'avez dit, Hélène, 6 à 8 000 maladies rares, c'est considérable. Des maladies qui regroupent parfois beaucoup de malades, parfois un malade. Des maladies donc ultra rares, pour lesquelles, évidemment, lorsqu'il faut porter la voix, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est évidemment toute la raison d'être de collectifs comme l'Alliance Maladies Rares, que d'avoir 240 associations, vous l'avez rappelé. Là encore, 240 associations qui sont un patchwork, si je puis dire, de malades. J'en fais partie, comme d'autres, avec des maladies génétiques, des maladies non génétiques, avec des maladies qu'on voit, des maladies qu'on ne voit pas, avec des maladies pour lesquelles on a depuis des années on voit l'amélioration de l'accès au diagnostic, de l'accès au traitement, mais d'une manière générale, les maladies rares qui initialement étaient dispersées, le sont encore parfois, mais de moins en moins, et nous y travaillons quotidiennement, avaient besoin justement de se structurer, et c'est ce que nous avons fait au sein de l'Alliance. Se structurer, et c'est comme cela que nous avons notamment, alors très rapidement sur un tout petit peu d'histoire, les maladies rares, c'est un concept assez récent finalement, que nous avions emprunté un tout petit peu au départ aux Américains avec leur Fan Drug Act dans les années 80, et puis finalement c'était arrivé chez nous en France, et on avait l'AFM Téléthon y avait beaucoup contribué notamment, et continue d'ailleurs à énormément contribuer, pour que la question des maladies orphelines, puis des maladies rares, devienne un vrai sujet de santé publique. Et tout l'enjeu, justement, au départ, a été d'en faire un sujet de santé publique, ce qui n'était pas gagné, c'est encore un travail permanent, pour permettre de proposer un cadre commun dans lequel,
finalement, nous malades, nous représentants de malades, pouvions espérer être pris en charge de manière adaptée. Pardon, de manière adaptée, c'est-à-dire d'avoir un accès à un diagnostic précoce, à un traitement lorsqu'il existe, et il y en a très peu dans les maladies rares, hélas, et même si les choses évoluent, et Magali en a dit un mot juste avant, les choses évoluent et c'est très bien. Nous avions besoin donc de cette structuration, et c'est pour cela que nous nous sommes mobilisés collectivement pour proposer les différents plans nationaux maladies rares. PNMR 1, PNMR 2, PNMR 3 qui s'achève, PNMR 4 qui est en train de voir le jour progressivement, pour lequel nous sommes engagés au sein de groupes de travail, à peu près une vingtaine de groupes de travail, peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler, pour continuer de faire évoluer la prise en charge des malades atteints de maladies rares. Alors l'équité passe par ça, c'est-à-dire que lorsque on est atteint d'une maladie que bien peu connaissent, eh bien, ça intéresse peu de gens. L'expertise est rare. Lorsqu'elle existe, elle est loin de chez vous. Et ça, c'est vrai au niveau national, mais c'est vrai, et nous collaborons bien entendu au niveau européen, notamment avec les réseaux européens de référence. L'expertise est dans des maladies ultra rares, même dans des maladies rares globalement, eh bien, vous n'en avez pas devant chez vous en permanence. Donc ces plans nationaux ont eu pour vocation et continuent d'avoir pour vocation de structurer les choses, de permettre de la création de centres experts, de centres de référence, de centres de compétences dans lesquels vous pouvez accéder à donc une expertise médicale, une expertise technique, médico-technique et scientifique, qui pour nous est indispensable. Sont venus se greffer il y a maintenant 2 plans nationaux, les filières de santé maladies rares qui coordonnent ces centres experts. Et tout ça, c'est vraiment important parce que cet écosystème, c'est vraiment, alors c'est un mot à la mode, mais moi j'aime bien quand même. Moi j'aime bien. Cet écosystème, c'est quelque chose qui pour nous est précieux parce qu'on a un interlocuteur. Nous avons des interlocuteurs. Le week-end dernier, j'ai une jeune fille de 23 ans qui nous a appelés dans notre association locale et qui me dit voilà, je suis dans l'Est de la France, on me propose un rendez-vous à 4 mois, je ne sais pas quoi faire, j'ai vu tel médecin, tel autre médecin. Et ben voilà, les malades ont besoin d'être orientés au plus proche de chez eux. Et c'est ce qu'ont permis de faire et continuent de permettre de faire ces plans nationaux maladies rares, le maillage territorial. Alors évidemment, beaucoup reste à faire, à commencer par continuer à pérenniser ces systèmes-là, à renforcer ce qui fonctionne bien, et puis à laisser de côté ce qui fonctionne moins bien. C'est d'ailleurs l'objet de l'évaluation du 3e plan maladies rares actuellement, pour ne garder que le meilleur et que ce qui pour nous, patients, est important. Et puis vous avez toute une communauté, je parle des patients, des scientifiques, mais vous avez bien entendu un nombre important d'industriels qui est intéressé maintenant par les maladies rares. Et tout ça non plus n'est pas arrivé par hasard. C'est-à-dire que ça s'est structuré. C'est le résultat de la structuration, de l'organisation des choses. C'est ensemble, nous sommes plus forts. Et donc, ensemble, nous intéressons aussi davantage d'acteurs. Et c'est tout l'enjeu, d'ailleurs, du prochain plan national maladies rares que de trouver des modèles pour les maladies ultra rares, qui n'ont pas de modèle économique à proprement parler. Donc, comment aller intéresser des acteurs qui vont créer des médicaments notamment, mais pas seulement, à ces maladies-là. Merci beaucoup. On vous applaudit parce que voilà, vous jouez aussi un rôle majeur dans l'évolution de la prise en considération de ces questions. On reviendra peut-être effectivement dans le débat sur le 4e plan maladies rares et tout ce que vous défendez. Je propose peut-être que l'on passe la parole à Gaëtan de Royer pour évoquer donc la situation des personnes en grande exclusion, grande vulnérabilité. Alors peut-être en quelques mots, pouvez-vous nous présenter l'association Les Oubliés de la République ? Oui, merci beaucoup Hélène. Merci à Pfizer de son invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous pour réfléchir à l'inclusion dans les circuits de la décision et d'avoir l'opportunité de vous présenter Les Oubliés de la République, qui est une association récente, créée en 2022, qui aujourd'hui est une coalition d'associations qui œuvrent dans le domaine de la précarité rue, dans le domaine de la prostitution et dans le secteur de l'aide sociale à l'enfance.
et dont la raison d'être, quelque part, est d'organiser et de promouvoir la prise de parole directe des personnes victimes de grande exclusion dans le débat public, avec un double objectif. Un premier objectif assez classique de démocratie directe, d'éclairer les politiques publiques de lutte contre la précarité avec des éclairages de terrain, enfin, avec des témoignages de terrain, d'une part. Et un deuxième objectif qui se veut un peu plus innovant, qui est de favoriser l'insertion sociale par l'insertion civique, en jouant sur l'estime que les personnes ont d'eux-mêmes, en les incluant dans le débat public, en jouant sur la confiance qu'ils peuvent avoir en eux-mêmes et en jouant sur la valeur de dignité. Voilà donc pour l'association. Moi, je suis bien conscient de faire un petit peu un pas de côté en vous présentant ça. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout expert des vulnérabilités liées à la maladie, mais davantage liées vulnérabilité extrême liée à la grande exclusion. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les conditions à respecter pour associer ce public donc justement au débat, à la prise en considération de leur situation, aux évolutions? Comment est-ce qu'on donne la parole à ces grands oubliés? Est-ce que vous avez développé des méthodes particulières? Alors effectivement, c'est un vrai sujet parce que ces gens-là sont très exclus de la société et donc de fait très exclus du débat public. Inutile de vous dire que ces gens-là ne votent pas, par exemple, ou ne pensent même pas à aller voter. Donc pour nous, il est nécessaire d'organiser des rencontres, mais encore faut-il que ce soit des vraies rencontres. Et pour qu'il y ait de vraies rencontres, parce que je pense pour le coup que le secteur de la santé est peuplé de vraies fausses concertations. Moi, dans une vie parallèle, j'ai pu accompagner une fédération de patients lors de l'élaboration du plan maladie neurodégénérative. La démocratie sanitaire, c'est souvent très descendant. Donc encore faut-il qu'il y ait de vraies rencontres. Et pour qu'il y ait de vraies rencontres, pour nous, il y a 3 conditions à respecter. Il y a des conditions qui sont liées à l'émetteur du discours. Il y a des conditions qui sont liées au récepteur du discours, la personne qui le reçoit plutôt. Et il y a des conditions qui sont liées au référentiel culturel qui doit être commun aux 2 parties. Alors pour les reprendre les unes à la suite des autres, d'abord des conditions liées à l'émetteur. Il faut que l'oublié, la personne victime d'exclusion, soit véritablement en mesure de s'exprimer. Et si je dis ça, c'est que quand on est confronté à des fragilités dans la vie, on souffre d'un puissant sentiment généralement d'illégitimité. Et on s'auto-censure énormément. Voilà. Et puis la fragilité nous rend timides quelque part. Donc il faut savoir contourner tout ça. Alors nous, on répond à ce problème par des mots assez barbares de community organizing ou d'encapacitation. Très concrètement, on développe des ateliers d'écriture, des ateliers de prise de parole. On développe des méthodes très liées au jeu, très liées à l'écrit, etc., pour donner confiance et montrer à ces personnes-là qu'en fait, au fond d'eux-mêmes, sommeillent des fortes capacités de conviction, notamment des fortes capacités d'émotion, en fait, de discours émouvants susceptibles de faire bouger les lignes. Donc ça, c'est un premier point. Une deuxième condition pour nous, liée au récepteur, en fait, au pouvoir public, il faut qu'il soit en condition d'écoute, puisque vous avez compris, on arme les oubliés, et en parallèle, et c'est le corollaire, on doit déprotéger les pouvoirs publics, en quelque sorte, pour que la rencontre puisse être à peu près au même niveau. On fait monter les uns, on essaye de rabaisser un peu les autres. Et donc, on a des méthodes très liées, là, pour le coup, à des formats de rencontres qui se veulent un peu innovants. On sort les politiques de leur bulle, on les sort de leur bureau. Je vous donne un seul exemple. Alors, il y a plusieurs formats de rencontres qui existent. Le format chaque pas compte, on prend un député, on prend une personne victime de grande exclusion, et on les fait marcher dans la durée. L'idée, c'est qu'ils puissent approfondir un lien, se connaître davantage. On les fait marcher sur 6 mois. Alors, ils ne marchent pas sur 6 mois, mais ils marchent une fois tous les 2 mois, au moins 45 minutes, 1 heure. Et donc, on va sortir le politique de sa bulle, parce que sinon, il est très parasité dans son bureau par ses préoccupations du jour. Il est souvent très connecté à ses préoccupations électorales, etc. Donc on le sort de son environnement. Et puis il y a quelque chose de beaucoup trop inhibant sous les ordres de la République pour des gens qui sont très exclus.
Et donc, et puis on croit beaucoup aux vertus de la marche, tout simplement. Marcher côte à côte avec quelqu'un, on n'est pas obligé de le regarder, on sort beaucoup de choses. Et puis la marche, ça stimule la pensée, c'est bien connu. Donc voilà, on travaille beaucoup sur ces formats innovants. L'idée, c'est de capturer l'empathie du politique et de plus la lâcher. Par exemple, l'oublié arrive à sa première rencontre avec un petit objet qui est censé le résumer, et qu'il donne au politique, qui va le poser sur son bureau pendant 2 mois en attendant de le revoir pour penser à lui tous les jours. Voilà une petite méthode. Et enfin, je termine là-dessus, excusez-moi d'être un peu long, il y a une 3e condition qui est liée au référentiel qui doit être commun aux 2 parties. Et pour nous, il s'agit de renverser les valeurs, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à percevoir les vulnérabilités comme des handicaps, et uniquement comme des handicaps. Et nous, on veut montrer qu'évidemment, les vulnérabilités sont des difficultés, mais qu'il y a aussi une très grande force qui sommeille dans les vulnérabilités. Je vous donne un seul exemple. J'étais au téléphone il y a 2 semaines avec une collaboratrice parlementaire d'une députée de Grenoble qui nous disait notre député connaît vachement bien les sujets de pauvreté, on veut bien participer à votre programme, mais pas marcher dans la durée, elle n'aura vraiment pas le temps. On peut recevoir ponctuellement 1 fois ou 2 une personne pour essayer de lui trouver des solutions à ses problèmes. Et moi, j'avais envie de lui dire, je ne lui ai pas dit comme ça parce que ça aurait été assez désagréable, mais j'avais envie de lui dire qu'en fait, entre les 2, je ne savais pas tellement qui avait vraiment le plus besoin de l'autre. Et qu'il y avait à un moment de notre histoire de décomposition avancée, d'autodestruction du monde, sur le plan environnemental, social, économique, qu'il y avait une véritable vertu, presque un cheminement philosophique à côtoyer une personne qui est victime de ce système-là, qui est victime d'un système de prédation et qui a tendance à voir les gens et les ressources, en règle générale, sous un angle d'utilité matérielle, sous un angle de prédation, sous un angle de performance, de culte de la force. Et que finalement, de discuter avec une personne qui se retrouve déchet ou relégué au rang symbolique de déchet de la société, il y avait quelque chose d'extrêmement riche, fort, en tout cas de nature à rétablir une certaine égalité dans l'échange. Et ça, si on n'est pas convaincu de ça, moi je suis personnellement très convaincu qu'il faut être un peu fêlé pour laisser passer la lumière. Et que les gens qui n'ont jamais connu de difficultés, généralement, ne sont pas très intéressants parce qu'ils ne se sont jamais remis en question. Voilà. Donc je suis intimement convaincu de l'intérêt à échanger avec des gens qui ont un parcours cabossé dans la vie. Et donc on propose ces rencontres qui doivent, en toile de fond, imposer ce référentiel égalitaire. Encore une fois, pour qu'il y ait de vraies rencontres, il faut qu'il y ait ce prisme-là et cette conviction que chacun a quelque chose à apporter à l'autre en peer-to-peer. Voilà. Merci beaucoup. On vous applaudit là aussi. C'est une très très belle action. Bravo, vraiment. Nous allons poursuivre avec la Maison des Femmes, Dr Rada Hatem. On est là aussi ravis de vous accueillir. Et donc la Maison des Femmes, elle présente plusieurs particularités, innovations. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, parce que ce n'est pas qu'une association, c'est aussi donc un lieu de soins pour les femmes en difficulté. Oui, merci de me donner l'occasion d'en parler. Merci pour l'invitation. Alors, la Maison des Femmes s'occupe d'une maladie qui n'est pas rare du tout, mais qui est malheureusement extrêmement excluante, c'est la violence. Aujourd'hui, on est de plus en plus conscient en fait, des dégâts que fait la violence aux êtres humains, quel que soit leur sexe. Il se fait que moi, je suis gynécologue, donc je m'occupe principalement de femmes et un peu d'enfants, mais on a les mêmes dégâts dans le cerveau et dans la santé des hommes lorsqu'ils subissent de la violence. Et ce qu'on fait, en fait, c'est... Nous sommes une unité de soins dans un hôpital. Ça, c'est vraiment notre métier. Mais comme c'est une maladie qui n'est pas du tout reconnue à sa juste problématique, il n'y avait pas d'argent pour organiser un parcours de soins dédié à la violence. Donc j'ai dû, et uniquement pour ça, créer une association dont l'objectif est simplement de faire du plaidoyer et de lever des fonds toute l'année, tout le temps. Parce que s'occuper de la violence, ça demande énormément de ressources. Nous, on a un peu inventé alors on n'a pas inventé le guichet unique, mais on a inventé le guichet unique dans la violence. C'est-à-dire, vous allez mal, vous avez des problèmes médicaux,
parce que la violence, ça commence par abîmer la santé somatique. D'abord parce que le fait d'être en permanence en train de sécréter des hormones de stress à très haut niveau, ça produit des maladies de type hypertension, diabète, certains cancers, l'endométriose. Il y a des publications scientifiques en faveur de ça. Et puis, ça produit aussi un risque avec un conjoint violent, c'est d'avoir des fractures, des blessures, c'est d'être tué quand même. C'est une maladie mortelle. Et même aujourd'hui, dans le code pénal, il y a un nouveau concept qui est le suicide forcé. C'est-à-dire que non, l'agresseur n'a pas balancé sa victime du 5e étage et ne l'a pas lardé de coups de couteau, mais depuis 20 ans qu'elle vit sous son emprise et qu'elle ne voit aucune issue, elle se suicide. Donc pour les chiffres, simplement, à peu près 130 féminicides par an, 250 suicides forcés par an. Donc ça fait beaucoup de mortes. On peut rajouter les enfants. Souvent, quand un agresseur, parce que malheureusement, 95% des agresseurs sont des hommes, 92% des victimes sont des femmes. Quand un homme tue sa femme parce qu'elle va lui échapper, il peut tuer aussi ses enfants. Donc, vraiment santé physique et puis santé somatique. Subir la violence, ça entraîne un psychotrauma, de la dépression. Il faut énormément de soins, psychothérapie, traitement TCC, psychiatre. Ensuite, il faut s'occuper du corps, kiné, ostéopathe, psychomotricien. Il faut libérer la parole, groupe de parole. Il faut sortir de l'isolement, améliorer l'estime de soi. Nous avons une 15aine d'ateliers qui vont du yoga au karaté, en passant par le théâtre, etc. Et puis, pour sortir de la violence, il faut plein d'autres choses. Il faut pouvoir déposer plainte. Donc, on a une antenne de police dans la Maison des Femmes, avec des policiers formés et volontaires. Il faut la justice, donc on a une permanence juridique, il faut des avocats, il faut, si possible, gagner de l'argent, parce que l'autonomie financière est la première possibilité de s'en sortir, donc on a un atelier retour à l'emploi. Et à côté de tout ça, il faut pouvoir accueillir 24 heures sur 24 les violences sexuelles. On commence à prendre aujourd'hui conscience de ce fléau que sont les agressions sexuelles. Alors sur les enfants, aujourd'hui vous avez la Civise qui a sorti ses conclusions, 3 enfants par classe victimes d'inceste, mais il n'y a pas que l'inceste, il y a aussi des mineurs qui agressent des mineurs, il y a aussi des majeurs, des entraîneurs, des curés, des rabbins, enfin voilà, tout le monde agresse les enfants, c'est horrible. Et nous, soignants, et notamment gynécologues, on reçoit ces patients complètement abîmés dans leur santé sexuelle, difficultés pour la reproduction, difficultés pour avoir une vie sexuelle normale, difficultés dans la parentalité. Une femme qui, par exemple, a subi l'inceste, moi j'ai une patiente qui a accouché d'une petite fille et qui a fait une dépression postpartum cataclysmique. Elle avait accouché d'un petit garçon 2 ans avant, ça avait été. Et là, le truc, c'était « je ne veux pas qu'on fasse à ma fille ce qu'on m'a fait et je n'en dors plus ». Voilà. Donc, en fait, dans une salle comme ça, plein de personnes sont concernées. Et c'est pour ça qu'on a ouvert cette structure qui essaye de réparer un petit peu les fêlures. Et comment, peut-être en quelques minutes, comment vous travaillez avec ces femmes qui peuvent être éloignées des parcours de soins et qui le sont souvent, j'imagine? Donc c'est là aussi une vision pluridisciplinaire, c'est associer un maximum d'acteurs. Voilà, tous les acteurs que je vous ai cités, que ça va de la psychiatre à la prof de karaté, sont là. C'est gratuit pour les femmes. Alors si elles ont la Sécu, évidemment, on va coder parce qu'il faut bien vivre. Mais sinon, tout est gratuit. Et on propose un parcours de soins qui consiste en soins somatiques. C'est des gens qui parfois ne prennent pas soin d'eux-mêmes, même s'ils n'ont pas dans une grande précarité. Ils sont tellement dissociés par la violence que leur santé n'est pas un problème. Donc ça. Ensuite, l'accompagnement psychiatrique et par un psychologue. Et puis tout le reste, on déroule tout le reste jusqu'à ce que la personne aille mieux, dépose plainte et peut-être arrive à sortir de chez elle. Merci et bravo. Bravo là aussi à vous. Merci beaucoup. Merci, docteur. Sandra Doucen, donc, je rappelle, vous êtes donc directrice de l'association Cancer Contribution. Et peut-être un petit peu la même interrogation que pour Jean-Philippe face à l'hétérogénéité des profils des personnes qui souffrent d'un cancer. Donc comment est-ce que là aussi on peut recueillir la parole et les attentes du plus grand nombre pour les défendre ?
Oui, merci beaucoup à Pfizer de me donner la parole sur ce sujet-là. Effectivement, Cancer Contribution, c'est une association qui, vraiment dans la mission centrale, c'est d'accueillir la parole, de favoriser la place des patients et de leurs proches dans l'amélioration des pratiques, l'amélioration des politiques de santé et en cancérologie en particulier. Et donc, un de nos gros enjeux, c'est comment être représentatif de la population, comment aller vers les gens qui ont autant de cancers différents. Et donc, un des premiers choix qu'a fait l'association, ça a été de se tourner vers le numérique comme un outil le plus, je dirais, large et accessible par tous. Donc, la première plateforme de Cancer Contribution est née en 2011 et on y associe deux autres choses pour pouvoir aller plus loin que le numérique. C'est également des démarches de aller vers, puisque forcément le numérique est un outil froid et donc souvent on a tendance à ne pas y aller. Et puis une deuxième approche qui est une démarche partenariale avec l'ensemble des associations de patients. Et en cancérologie, on sait qu'il y a presque 1000 associations de patients qui existent en France pour être représentatifs de tous les différents cancers. Donc c'est un travail très important d'aller les voir et de proposer un outil qui permette le recueil de la parole et l'implication dans des réflexions avec l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème, que ce soit les professionnels de santé, les institutions, bien sûr les patients, les proches et leurs représentants. Et puis, pour favoriser, je dirais, la prise de parole des populations les plus silencieuses, parce que sinon, on a toujours le biais d'avoir les personnes qui ont le plus envie de prendre la parole, qui prennent la parole. Eh bien, en fait, on a déjà identifié qui étaient les populations les plus silencieuses en cancérologie, et elles ne sont pas si... elles peuvent être surprenantes. Une des populations les plus importantes qui est silencieuse en cancérologie, ce sont les hommes. Donc qui, par rapport à la part de voix des femmes, sont minoritaires. Et donc, merci à Movember en ce mois-ci de leur donner la parole. Et puis aussi, les personnes qui souffrent de plusieurs pathologies, dont les pathologies mentales. Lorsqu'un cancer vient s'associer à une autre pathologie, comme une pathologie mentale par exemple, c'est d'autant plus difficile que de prendre la parole, d'exprimer ses points de vue, d'exprimer ce que devrait être son soin pour soi-même ou pour la communauté des autres personnes représentatives de ces populations-là. Donc, du coup, nous, dans notre démarche, on travaille donc vraiment avec un accent partenarial pour toucher les personnes qui représentent ces patients-là et pour qu'ils leur donnent accès à nos enquêtes, à nos ateliers, à nos outils. Donc ça, c'est vraiment un des points majeurs de notre action. Et puis, pour ce qui est du genre, là, c'est aussi une question quotidienne. Faut vraiment, ça demande une attention particulière sur comment on parle pour ne pas genrer les communications et ne pas donner envie par exemple, aux femmes de communiquer, mais aussi d'aller inclure la population, quel que soit leur genre. Et donc, on fait aussi attention à la manière dont on communique. Donc, on parle souvent de littératie en santé, mais c'est d'autant plus important quand on veut inclure toutes les populations. Et pour nous, la littératie, elle inclut les mots, mais aussi la manière dont sont présentés les mots, c'est-à-dire la sensibilité qui accompagne les mots. Être trop dans l'émotionnel pourrait être excluant pour certaines populations. Donc vraiment une attention de tous les instants. Et puis la dernière attention de Cancer Contribution sur le mode opératoire, c'est vraiment de chercher à travailler à l'échelle territoriale. Donc, lorsqu'on travaille à l'échelle territoriale, ça ouvre des accès à des associations locales, à des municipalités, à des institutions qui sont partie prenante. Les départements sont très attentifs au sujet de précarité, les agglomérations de communes au sujet du travail et à l'inclusion des entreprises dans les réflexions. Donc on a, en travaillant sur les territoires, aussi
accès à toutes les associations de professionnels de santé territoriales, au CPTS, aux nouveaux organes de soins. Et donc voilà, le fait de descendre sur des territoires permet aussi d'être efficace et donc de favoriser des démarches de aller vers. Et peut-être de repérer, de mieux lutter aussi contre les inégalités territoriales, qui est un vrai sujet en matière d'équité. Absolument, oui, de donner des pistes de réflexion sur différents territoires sur comment mieux avoir accès à des démarches de concertation, à des démarches d'accès aux soins. Et pour vous donner un exemple sur des enquêtes en fonction de l'enquête et des personnes qu'on vise, par exemple quand il s'agit des aidants, eh bien, on va travailler vraiment sur un territoire pour être présent dans 6 hôpitaux pour aller chercher l'ensemble des personnes qui passent la porte d'un centre hospitalier en cancérologie pour interroger l'ensemble des aidants qui sont présents aux côtés des patients et donc pour pouvoir être plus représentatif de la population. Merci, on vous applaudit là aussi. Bravo, bravo, vraiment. Écoutez, je propose de vous donner la parole. Donc, j'imagine que vous avez des questions. Je vous rappelle qu'Ali Besri est également avec nous. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Mais peut-être, Guillaume, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut voir déjà, hein, vous êtes facilitateur graphique, je le rappelle, est-ce qu'on peut voir ce que vous avez traduit de cette première table ronde sur l'équité en santé? Alors déjà, c'est très beau, merci beaucoup. Donc, on vous applaudit et je laisse tous les intervenants en prendre connaissance. Donc, n'hésitez pas, même si certains ont des questions ou des réactions sur ce premier résultat, n'hésitez pas. Est-ce que donc vous avez des questions sur tout ce qui vient d'être dit, qui était très riche, hein? Alors, il y a peut-être des... Oui, Madame Aubanel, on vous écoute. Moi, j'ai une question pour Monsieur Gaëtan de Royer. Comment allez-vous à la rencontre de vos bénéficiaires? Ça, c'est la dimension, je veux dire, qui est presque sous-traitée aux associations qui sont membres du collectif. C'est-à-dire que les personnes engagées dans nos programmes sont des personnes suivies par des associations. Donc on est bien conscient de ne pas répondre de pas pouvoir aller vers des populations encore plus éloignées. Voilà, c'est un peu la limite de l'exercice. C'est le monde associatif. C'est le monde associatif, oui, mais d'ailleurs il n'y a plus que le monde associatif en fait dans la rue. On devrait presque être... Oui. Merci beaucoup. Oui, une question? On vous écoute, Eric. Oui, bonjour, Eric Sala. Je suis représentant des usagers et consultant en santé publique. Je voulais poser une question à... Comment s'appelle-t-il? Excusez-moi, Monsieur Besri. Oui, Ali Besri, vous êtes avec nous. J'ai bien écouté la description du programme que vous avez fait, qui est initié par Pfizer. J'ai quand même une interrogation. C'est Pfizer en tant qu'entreprise institutionnelle entreprise qui va proposer une solution, mais vous n'êtes pas accompagné par les associatifs représentant les patients sur les sites dans lesquels vous allez, dans les pays dans lesquels vous êtes présent? Alors, effectivement, Ali Besri, vous avez souligné l'importance d'engager un maximum d'acteurs, notamment les décideurs politiques, mais est-ce que vous travaillez aussi avec d'autres partenaires, et notamment les associations de patients? Merci pour la question. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Écoute, pour le programme que nous avons initié, ça c'est un programme qui a une visée de collaboration. Déjà, on l'initie en collaborant avec les gouvernements pour avoir une clarté que le pays est intéressé, mais ce n'est pas uniquement dédié et uniquement une collaboration avec le gouvernement lui-même. Je m'explique.
Il y a un écho. J'arrive pas. Je ne suis pas certain si vous m'écoutez, parce que je m'entends. On vous entend très bien. OK. Donc, l'idée, comme je disais tout à l'heure, parfait maintenant. Comme ce que je disais tout à l'heure, oui, on est ouvert à collaborer avec les pays qui sont éligibles en fonction du statut économique des pays, mais ce n'est pas un programme qui doit être fait uniquement avec les gouvernements. Les gouvernements sont importants, mais toutes les parties prenantes. Je parle de sociétés savantes, par exemple, société des médecins, les healthcare professionals, et puis les associations de patients sont aujourd'hui pour nous très, très importants pour la réussite de ce programme-là. C'est des actions qu'on compte entreprendre qui sont des fois des actions qui sont très lourdes et ni Pfizer ni le gouvernement uniquement vont venir avec des solutions qui vont régler tous les problèmes. Il faut justement une collaboration, comme on dit, end-to-end, et on fait une invitation à toutes les parties prenantes pour venir nous aider par rapport à l'implémentation de ces programmes-là. Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Pas de questions pour l'instant? Oui, monsieur, pardon. Excusez-moi. Oui, une question pour Sandra. Donc, je suis de l'association Étincelle, l'association de patients. Et effectivement, on a ce problème de pouvoir adresser les hommes. Les hommes ne viennent pas, semble-t-il, ne viennent pas en association pour échanger, pour se rassurer, pour ne plus être seul, etc. Et je voulais savoir si Sandra avait des conseils ou une analyse des raisons pour lesquelles les associations n'arrivent pas à adresser réellement les hommes et leur cancer. Alors, merci pour cette question. Oui, moi, j'aurais 2 points à soumettre. Déjà, il y a parfois un état d'esprit que nous, on voit quand on va au contact des hommes dans les centres hospitaliers pour les inclure dans des réflexions, dans des ateliers ou des enquêtes, qui nous répondent qu'ils ont envie de compartimenter leur santé et le reste de leur vie. Et donc, du coup, si le cancer pouvait rester une toute petite part de leur vie, c'est mieux pour eux. Donc voilà, donc face à ce constat, effectivement, c'est particulièrement délicat, mais dans ce cas-là, ce qu'on met en place, c'est des réflexions et des ateliers où on ne propose pas aux gens de parler de leur propre situation, mais de se projeter sur une réflexion collective sur l'amélioration de situations, ou de problématiques ou d'enjeux. Donc complètement, je dirais, dédouanés de leur propre perspective ou de l'émotion des autres. Et dans ce cadre-là, ils arrivent beaucoup plus à s'impliquer. Et puis, on travaille aussi la manière dont on communique. Quand on met en place un projet, on va d'abord demander aux hommes ce qu'ils en pensent, comment ils communiqueraient, comment ils, dans quel univers graphique. Donc, tout est travaillé à l'avance, en fait, sur les projets. Et donc là, par exemple, dans le cadre du Movember, on lance des ateliers de réflexion sur le cancer chez les hommes, à destination des hommes. Donc, pour vous donner une petite anecdote, c'est que quand on a démarré le premier test de communication, nous avions que des femmes inscrites. Donc, c'était particulièrement drôle, mais effectivement, les femmes sont un levier important de la santé des hommes. Néanmoins, on a décidé de faire autrement et on s'est réorganisé. On a mobilisé tous les hommes qu'on connaissait pour travailler autrement sur le problème. Et maintenant, nous avons des hommes qui s'inscrivent et qui souhaitent participer à nos enjeux. Donc vraiment, il y a, comme vous le disiez, l'émetteur ou le receveur des communications doit vraiment se positionner de manière très humble, et très à l'écoute de ce qui pourrait mieux fonctionner. Et donc, on ne peut que interroger les gens pour savoir comment ils aimeraient parler de ce sujet-là. Merci.
Oui, peut-être une dernière question ou réaction. Bonjour, ma question s'adresse au docteur Hatem. Vous avez évoqué le rôle de plaidoyer de votre association. Comment cela se manifeste-t-il au quotidien et comment est-ce que vous interagissez avec les pouvoirs publics? Aujourd'hui, je ne vous l'ai pas dit, mais le modèle a essaimé. Donc on est une vingtaine de structures dans une vingtaine d'hôpitaux en France et un en Belgique. Et ce qui nous donne une puissance, une force de frappe importante quand même. On représente beaucoup de patients. Donc on est en lien avec... il y a un comité interministériel maintenant de suivi. Nous en faisons partie. Nous essayons justement de faire monter cette idée de la violence est un problème de santé publique. Les médecins ne sont pas formés, les policiers ne sont pas formés, les magistrats ne sont pas formés. Et les associations de victimes sont aussi avec nous. Mais nous, notre plaidoyer porte sur la santé, la prise en charge du psychotrauma, l'amélioration du financement de nos structures et une meilleure fluidité des parcours pour les victimes. Merci. Merci. Alors, on arrive déjà au terme de cette première table ronde. Peut-être, Jean-Philippe, un mot quand même sur le 4e plan national maladies rares. Quelques éléments de calendrier et voilà ce que vous défendez vraiment en 1 ou 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. Alors c'est un plan que nous voulons, nous, associations et les pouvoirs publics, bien entendu, ambitieux. Le calendrier qui nous est proposé est un calendrier très restreint, très court, puisqu'il est envisagé d'avoir une rédaction, une pré-rédaction pour la Journée internationale des maladies rares qui a lieu tous les 28 février, enfin chaque fin de mois de février, pardon. Je vous le disais, on a à peu près une vingtaine de groupes de travail avec des cliniciens. Les associations de patients l'Alliance Maladies Rares en particulier et ses membres, donc les associations finalement. L'Alliance n'est qu'un collège d'associations, sont présents et présentes dans ces groupes de travail qui vont aussi bien de l'observatoire diagnostique, de l'observatoire des traitements, de l'articulation entre la Banque nationale de données maladies rares et j'évoquais l'échelon européen tout à l'heure. On a bien sûr des réflexions communes et la France est un moteur. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. On fait souvent du French bashing et parfois on a raison, mais parfois on a tort. Et en l'occurrence, on aurait tort de le faire parce que la France est un vrai moteur sur le sujet des maladies rares, avec sa structuration que j'évoquais, centre de référence, centre de compétences et filières que nous avons transposées au niveau européen avec la Commission européenne, qu'on appelle les réseaux européens de référence. La question qui se pose aujourd'hui, c'est d'articuler ces réseaux européens dans les systèmes de santé nationaux pour que finalement ce que nous, associations de patients, avons proposé de faire au niveau national s'institutionnalise, ce qui est le cas avec les plans nationaux, même si j'ai tort de dire ça parce que tous les 5 ans à peu près, il faut rebatailler, il faut referrailler. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est que ça soit intégré au droit commun d'une certaine manière. Et le plan national maladies rares, voilà, c'est beaucoup de travaux, l'éducation thérapeutique du patient, le lien ville-hôpital, tout qui n'est pas propre en réalité toujours aux maladies rares, mais qu'il faut défendre, sinon ça n'existera pas. Merci beaucoup. On vous applaudit tous les 5. J'associe Ali Basri, bien sûr.